Bonjour et bienvenue dans Une graine germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. Je suis Alexandra, une jeune femme simple, sans prétention, qui voue une passion pour la déconstruction des modes de vie et des pensées, la remise en question pour vivre une vie toujours plus vibrante dans le respect de soi, d'autrui et de notre planète. Dans Une graine germe, pas de tabou. Je vous partage mes pensées, mes expériences en tout genre, mes tests ou encore mes évolutions au fur et à mesure qu'elles se présenteront à moi. J'ai pour ambition que mes paroles attiseront votre curiosité et susciteront votre intérêt le temps d'un épisode ou plus. En plus de mon podcast Éclosion par hygiène de vie centré sur la santé au naturel et la santé naturelle de la femme, j'ai désiré ajouter cette nouvelle émission à la palette de ce que je peux offrir au monde en tant que naturopathe et femme engagée. Alors, quelle nouvelle graine a bien pu encore germer dans ma tête ? Bonne écoute ! Bonjour à toutes, bonjour à tous mes chères petites graines. Nous revoilà ensemble pour un nouvel épisode. Alors je tenais à m'excuser car effectivement j'ai pris un petit peu de retard sur les épisodes Une graine germe. J'ai eu un mois de juin et de début juillet assez chargé et j'ai dû faire quelques priorités pour éviter que mon stress et mon anxiété ne se transforment en réel burn-out. Voilà pour l'authenticité et la réalité. Mais le principal, c'est que je ne lâche rien et nous revoilà aujourd'hui pour un épisode spécial potager. Aujourd'hui, j'aimerais te partager mes quelques découvertes que j'ai réalisées au fil de ces derniers mois au sujet du compost. On va aborder différentes choses et tu verras, si ce n'est pas encore le cas, à la fin de cet épisode, tu seras une vraie pro ou un vrai pro du compost. C'est parti ? Tout d'abord, qu'est-ce que le compost ? Le compostage, c'est une décomposition organisée, accélérée et contrôlée en présence d'air pour obtenir un fertilisant naturel concentré et prêt à l'emploi. Cette solution concerne surtout les déchets de la cuisine et du potager, mais pas que. À quoi ça sert le compost ? Voici 3 grands avantages que j'ai trouvés du compost. Premier avantage, l'amélioration des propriétés physico-chimiques des sols. Par exemple, l'accroissement de la stabilité du sol, donc ça lutte contre l'érosion. L'ameublissement des terres argileuses, c'est absolument mon cas. Donc on rend vraiment la terre beaucoup plus meuble, facile à travailler. On vient enrichir grâce au compost le complexe argilo-humique, c'est-à-dire augmenter le pouvoir de rétention d'eau et des sels minéraux du sol. Et enfin, le compost va avoir un effet tampon sur les sols à tendance acide, de manière à réguler l'équilibre acido-basique de la terre. Deuxième grand avantage du compost, c'est la fertilisation des cultures. Le compost va permettre de favoriser le développement racinaire des plantes, des arbustes, des fleurs, des légumes. Il va améliorer la capacité de rétention et de distribution des éléments fertilisants. Il va également favoriser l'assimilation des éléments minéraux par les différentes cultures. Il va également libérer les éléments fertilisants progressivement, de manière à ce qu'il y ait de la matière et de la nourriture de manière progressive. Et enfin, il va permettre d'enrichir la biomasse microbienne du sol, c'est-à-dire qu'il va avoir un rôle, ce qu'on appelle phytoprotecteur des cultures, et va permettre une meilleure disponibilité de l'azote, un élément essentiel aux cultures. Enfin, le compost, et c'est souvent par cet avantage que l'on démarre un compost, c'est qu'il va le permettre de réduire drastiquement la consommation de déchets, ou en tout cas le stockage de déchets. Et moi j'en ai fait réellement l'expérience à partir du moment où je suis passée en maison
et que j'ai installé un compost dans mon jardin. Alors petite parenthèse, on peut très bien avoir un compost quand on est en appartement, mais moi ce n'était pas le cas pour moi. J'ai donc attendu le fait d'être en maison pour installer un compost. Et clairement, comme on faisait déjà attention à notre consommation de plastique, etc. avec mon conjoint, on avait quand même une poubelle qui était principalement remplie de déchets compostables à la base. Alors même si j'épluche très peu mes légumes parce que je les achète bio ou d'agriculture raisonnée ou que maintenant je les prends dans mon jardin, mais en tout cas je les épluche très peu. Mais il y a toujours en fait des restes de déchets de cuisine. Des légumes ou des fruits qui doivent s'éplucher tout de même, des trognons de pommes, des choses comme ça. Et donc, moi, ma poubelle était principalement remplie par ça. Maintenant que j'ai un compost, nous sommes 2 à la maison. Donc nous ne sommes pas une famille, nous sommes 2. 2 personnes qui consommons principalement des fruits et des légumes. On fait attention quand même à nos déchets recyclables. Mais malgré tout, avec le compost, maintenant, notre poubelle nous tient environ 3 semaines. Notre poubelle de déchets en fait qui va vraiment à la déchetterie, qui est ramassée par le camion poubelle, ça doit faire à peu près 3 semaines pour la poubelle en fait. Je parle même pas de la grande poubelle mais la petite poubelle de cuisine. Donc voilà, c'est pour illustrer à quel point le compost peut vraiment permettre d'augmenter sa réduction de déchets, ça veut rien dire, mais de permettre de réduire un maximum ses déchets allant à la déchetterie. Comment faire son propre compost et un bon compost ? Alors tout d'abord, je te propose que l'on voit les 3 règles à respecter pour réussir son compost. Première règle, avoir une bonne aération permanente. Il faut savoir que les déchets de cuisine, de pelouse ou du potager sont trop mous et se tassent. Donc les mélanger avec par exemple une fourche, de manière à vraiment permettre une aération permanente est très important. Remuer, décompacter, mélanger systématiquement les déchets entre eux lors de votre apport dans le compost ou sur le tas. Entretenir cette aération permanente en remuant les apports récents et de manière régulière. Deuxième règle à respecter, c'est de l'eau mais sans excès. Les déchets qui sont en cours de compostage, donc en cours de dégradation, doivent toujours rester humides sans être non plus gorgés d'eau. Il faut donc mélanger les déchets trop humides aux autres plus secs pour obtenir une bonne humidité. Et l'arrosage, quand il fait vraiment très sec, quand notamment on passe une journée de canicule ou une semaine de canicule, peut parfois s'avérer nécessaire en complément, surtout quand il fait très très chaud et très très sec. Au contraire, l'hiver, on va faire attention à ne pas ramener trop d'eau et peut-être davantage de matière sèche. Une petite astuce, c'est d'ouvrir le couvercle du composteur lorsqu'il pleut par exemple. Troisième règle pour réussir son compost, c'est de maintenir un bon équilibre carbone-azote. Les déchets de plantes jeunes, tout ce qui va être mou, humide et vert, vont être riches en azote, ce qui est nécessaire aux êtres vivants du sol, donc nos fameux décomposeurs. A contrario, les déchets de plantes plus âgées, grossiers, qui sont plus secs, plus bruns, vont être riches en carbone, qui est lui la source d'énergie des composeurs. C'est un peu comme les probiotiques et les prébiotiques. Les probiotiques vont être les bactéries et les prébiotiques ce qui va permettre d'alimenter les bactéries. En gros, on dit que le bon rapport, c'est environ 50 à 70% de matière azotée et 30 à 50% de matière brune carbonée. Moi, pour ne pas trop me prendre la tête, je pars sur 50-50. À savoir, quand j'amène un seau de déchets plutôt azotés à mon compost, j'ai toujours à côté de mon compost une poubelle ou un sac de déchets verts mais secs, carbonés, et donc du coup je remplis mon seau et de matière carbonée que je mets dans mon compost de manière à toujours, quand je fais un apport, avoir 50-50, autant de matière azotée que de matière carbonée. Alors qu'est-ce que l'on peut composter ? Tous les déchets organiques d'origine végétale et animale se décomposent, mais certains vont être plus lents à se décomposer que d'autres. Seuls les déchets susceptibles de compromettre le processus de compostage et la qualité
agronomiques derrière du compost vont être exclus. On peut déposer tous les déchets de cuisine, comme les épluchures des légumes et des fruits, y compris les peaux d'agrumes, feuilles de rhubarbe. Attention, l'agrume, il faut juste que ce ne soit pas que des agrumes. On peut aussi y mettre les feuilles de journal, de papier toilette, d'essuie-tout, les filtres et marcs de café, le thé, les tisanes, les restes de repas, y compris les sauces, et aussi des petits déchets de viande, de poisson et de crustacés. Mais attention, si tu décides de mettre des déchets de viande, de poisson, de crustacés, eh bien n'hésite pas à mettre une grille anti-rongeur, anti-ravageur sous ton compost parce que ces types de déchets vont attirer les ravageurs. C'est pour ça que moi, de toute façon j'en consomme très très peu. Moi je ne consomme pas de viande, je consomme du poisson, mais le poisson généralement il y a peu de déchets. Donc voilà, ça ne me concerne pas trop, mais je sais qu'il est plutôt conseillé d'éviter ce genre de déchets à cause des ravageurs. Mais sinon, ça se décompose très très bien. On peut aussi y mettre des céréales cuites, des pâtes, du riz, etc. si en reste. On peut aussi y mettre tout ce qui est coque de noix, de noisettes, d'amandes, de pistaches. On peut y mettre les croûtes de fromage, les coquilles d'œufs et de moules, les pains rassis, les aliments qui sont périmés et puis les algues si tu en as. Attention à ne pas mettre les gros coquillages ou encore les os qui peuvent être toutefois valorisés après broyage ou calcination dans un poêle à bois. En gros, c'est beaucoup trop gros, il vaut mieux en tout cas les broyer. Tu peux aussi y déposer tous les déchets de jardin avec quand même quelques précautions. Alors, tu peux y mettre de la tonte de pelouse, mais attention, en petite quantité et de préférence un peu sèche pour éviter qu'il y ait une prise vraiment en masse dans le compost. Et évite de mettre les graines des mauvaises herbes et des plantes envahissantes, sinon ça risque de fleurir dans ton compost. Tu peux aussi y mettre des fruits et des plantes malades. En fait, le compostage, ça va être la meilleure solution d'assainissement pour éliminer les maladies et la plupart des ravageurs. Tu peux aussi mettre donc des pots d'agrumes, mais essaye d'éviter que ce soit trop massif, mélange-les à d'autres déchets pour que ça se décompose plus vite et mieux. Tu peux aussi mettre donc du coup des aiguilles de résineux, des tailles de thuya ou de cyprès. Tu peux aussi mettre la litière de ton chat ou des autres petits animaux comme les poules. En petite quantité aussi, il ne faut pas que ça remplisse tout le compost de manière à rester quand même dans un bon ratio. Et essaye de jeter à la poubelle par contre les litières des animaux qui sont malades. En revanche, les cendres de cheminée, évite de les mettre dans le compost parce qu'elles risquent d'asphyxier le compost. Dans ce cas, tu peux les pendre dans le jardin, sauf au pied des plantes de sol acide. Mais sinon, les cendres de cheminée sont quand même assez intéressantes pour les plants de légumes, par exemple. Pour t'aider un petit peu concernant l'équilibre de ton compost entre les matières azotées et carbonées. Alors, qu'est-ce que les matières azotées? Comme je viens de le dire, les matières azotées vont être plutôt ce qui va être des matières vertes, molles, jeunes. Donc par exemple, on va y retrouver pour les produits les plus azotés, les plus riches en azote, qui sont donc facilement décomposés par les bactéries et qui vont être une bonne source d'humus nutritif, les déchets de cuisine, les épluchures de légumes, les déchets carnés, les plumes, les carapaces, les feuilles vertes jeunes, la tonte de pelouse, les déjections animales, le fumier qui est peu pailleux, le purin d'ortie, les algues vertes ou encore les fleurs fanées. Ensuite, tu vas avoir des produits qui sont bien équilibrés, c'est-à-dire que naturellement, ils sont déjà équilibrés entre azote et carbone. C'est le cas par exemple des tailles des haies et des arbustes verts, des mauvaises herbes qui sont âgées, des déchets de potager, donc par exemple tous les plants de légumes qui ne donnent plus de légumes, les déchets de feuilles mortes, tendres, les fumiers pailleux, le foin, les orties et les algues brunes. Et donc ces produits qui sont déjà naturellement bien équilibrés sont décomposés par les bactéries et les champignons qui sont aussi une source d'humus nutritif et structurant. Et enfin, nous avons les matières dites carbonées, qui vont avoir une décomposition lente par les champignons, les sources d'humus stables et structurants du sol. On va y retrouver les feuilles mortes épaisses, les plantes sèches ou qui sont en fin de vie.
les branches, les brindilles, les coques et les coquilles par exemple de noix, de pistaches, etc. Les copeaux et les sciures de bois, d'un bois brut qui est non traité bien sûr, tout ce qui va être écorce de bois, le papier, le carton, les aiguilles de pain ou encore la paille. Pour tranquillement terminer cet épisode sur le compost, je souhaite te partager 4 manières de composter. Premièrement, le compostage en tas. C'est un peu la manière la plus simple de composter ces déchets du jardin et de la cuisine, ainsi que son fumier si tu en as. Elle est plutôt bien adaptée aux grands terrains, aux grands jardins, environ de plus de 1000 m², bien qu'il n'y ait pas de règles, mais c'est juste pour donner un peu un ordre d'idée, et qui vont disposer d'un important volume de déchets non réutilisables en paillis, parce que voilà, par exemple, on a un grand terrain ou une grande famille avec pas mal de déchets qui est créé par semaine. Par contre, il faut savoir que cette fonction, ce tas, ce compostage en tas est plus vulnérable aux animaux errants, au dessèchement également climatique ou encore à l'excès d'eau, par exemple s'il y a des fortes pluies. Donc dans ce cas, il est mieux de couvrir le tas avec une bâche pour maintenir un bon niveau d'humidité. Mais le tas étant ouvert, tu peux avoir des ravageurs et des animaux qui viennent se servir en libre service. Tu peux faire soit un tas en hauteur, donc c'est un peu le plus simple, il peut faire environ 1 mètre ou un peu plus de large et de haut. Et au fur et à mesure que tu vas apporter des déchets, le tas va monter comme dans un composteur et il faudra aussi veiller à alterner les déchets verts et les déchets bruns, donc les déchets azotés et les déchets carbonés. Bien mélanger avec une fourche à chaque nouvel apport et aussi veiller au niveau d'humidité. Et au bout de 1 ou 2 mois, tu pourras retourner le tas pour l'aérer et bien terminer et parfaire ton mélange. Ensuite, tu peux aussi faire un tas allongé. Là, le tas allongé va plutôt faire 1 mètre ou un peu moins d'1 mètre de large et de haut. Il va s'allonger au fur et à mesure que tu vas apporter de nouveaux déchets. Là aussi, il faut quand même penser à l'aérer. Et le compost va être prélevé au fur et à mesure de tes besoins. D'abord dans la partie la plus ancienne du tas. Ensuite, deuxième manière, c'est le compostage en composteur individuel, que tu peux faire en bois, que tu peux acheter tout fait par exemple également. Il est plutôt pratique, généralement avec un couvercle. Ça reste, selon ce que tu achètes, esthétique ou ce que tu fabriques. Et il y en a plein qui font, d'ailleurs, il y a plein de tutos sur internet, sur YouTube notamment, pour réaliser ton composteur individuel en palette si tu le souhaites. Le composteur individuel va s'adapter à l'habitat pavillonnaire, donc la maison, et les petits jardins. Donc ça peut être aussi un appartement avec un petit jardin par exemple, ou une maison avec un petit jardin. Alors petit jardin, je ne vais pas forcément mettre d'adjectif qualificatif, mais disons que pour un jardin de moins de 1000 m², ce type de solution est très très bien. Si tu as un jardin de plus de 1000 m², tu peux aussi mettre un composteur individuel. C'est juste après aussi une question de quantité de déchets générés. Un composteur de 400 litres suffit en général dans la plupart des cas. Tu pourras y déposer que de faibles quantités de déchets du jardin à la fois, car il est indispensable de toujours bien le mélanger aux apports précédents et au fur et à mesure que tu vas remplir le composteur. Étant donné qu'il va être fermé, il aura besoin d'encore plus d'aération. Si jamais tu as d'autres déchets, il vaudra mieux le mettre en paillage. Et si tu ne sais pas ce qu'est le paillage, sois un tout petit peu patient et patiente, car ce sera l'objet du prochain épisode. Tu pourrais y mettre les déchets de la cuisine, les restes du potager, les plantes malades ou abîmées, auxquelles tu ajouteras un petit peu de matière matière carbonée, matière brune, ou encore des matières qui ont déjà naturellement un bon équilibre azote-carbone. Pour les gros déchets, notamment les grosses feuilles, les gros branchages, et là il faudra plutôt faire un broyage préalable. Où installer ton composteur ou ton tas à compost. Tu peux installer ton composteur sur la terre nue directement, ou alors en y mettant par exemple une grille anti-ravageur.
Jamais dans un trou, car l'eau stagnante en hiver va créer des conditions d'anaérobie, c'est-à-dire de la production de méthane, qui est quand même assez toxique. De préférence à l'ombre en été pour éviter le dessèchement et de devoir arroser alors qu'on sera peut-être déjà en restriction d'eau. Dans un endroit bien entendu entretenu pour éviter l'arrivée de mauvaises herbes dans le compost qui pourraient venir nuire au compost. Et nécessairement pas trop loin de la maison, avec un point d'eau pour nettoyer le seau à côté, c'est bien plus pratique. Donc là c'est plutôt une question de praticité. Moi par exemple, il n'est pas très loin, mais il n'est pas non plus collé à la maison. Après j'ai pas un terrain de 50 000 hectares, j'ai un terrain qui est largement correct pour nos besoins, mais c'est aussi pour moi l'occasion de sortir et de marcher un peu, disons. Mais il n'est pas collé à la maison, mais il n'est pas non plus tout au bout du jardin, mais presque. C'est juste qu'en hiver, il faut penser que si jamais il pleut, eh bien que tu puisses y aller sans forcément être trempé. Mais après, moi ce que je fais, c'est que je fais un mini compost intermédiaire. C'est-à-dire que tous mes déchets de cuisine au fur et à mesure, je les mets dans un saladier qui est dans mon frigo pour éviter le développement de petites mouches. Et c'est une fois ce saladier qui est rempli, je vais dans mon jardin mettre ce qu'il y a dedans dans le composteur. Et du coup, ça me permet en même temps de remplir mon saladier de matière carbonée, l'équivalent, pour faire ce fameux ratio 50-50. Et ce qui me permet également de venir mélanger mon compost à chaque nouvel apport, mais pas non plus à chaque nouvel apport quand c'est qu'une épluchure. Donc c'est vraiment à chaque nouvel apport de seau, ce qui est aussi bien plus pratique. Troisième solution pour composter, c'est le compostage collectif qui se répand de plus en plus. Le principe du compostage est le même que dans un composteur individuel. Il permet aux habitants volontaires des immeubles par exemple, ou des résidences dépourvues de jardin ou qui ne veulent pas forcément avoir leur composteur individuel, de venir revaloriser leurs déchets de cuisine et leurs déchets de jardin s'ils en ont un. Par souci de commodité ou pour éviter tout risque de nuisance, il faudra mieux éviter d'y déposer les déchets d'origine animale qui peuvent donc attirer les ravageurs et les litières d'animaux domestiques qui sont mauvais par exemple car ils ne sont pas bien enfouis lors de leur dépôt dans le composteur. En fonction des personnes, quand on est en collectif, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas le geste de tout le monde. Mais petit aparté d'ailleurs, il y a 2 a priori sur le compost. Le premier c'est que ça sente mauvais et le deuxième c'est qu'il y a des mouches et plein de mouches et de moustiques qui se développent. Alors ces deux croyances sont des fausses croyances mais sont vraies en même temps. C'est-à-dire que si le compost est mal réalisé, si par exemple tu ne suis pas les différentes règles que je viens d'expliquer. D'ailleurs, ça a été mon cas au début parce que je me suis lancée dans le compost sans étudier comment faire un compost, pensant que c'était juste une manière de jeter des choses et que ça allait se dégrader comme ça tout seul. Je me suis mis le doigt dans l'œil et effectivement il y avait des mouches. Alors c'était pas à côté de chez moi, c'est loin dans mon jardin donc ça m'a pas trop dérangé, mais dès que j'ouvrais le couvercle j'étais un petit peu envahie de mouchettes et de moustiques, tout simplement parce que j'avais pas suivi les différentes règles, le bon équilibre, azote, carbone, etc. Mais si tu suis ces différentes règles, sache que tu n'auras pas de mouchettes ni de moustiques qui vont se développer à la surface. Maintenant que je respecte ces règles-là et qu'en plus je termine toujours par la matière sèche, j'ouvre mon couvercle, je n'ai aucune mouchette qui ne sort. Et les odeurs, pareil. En fait, si ça se décompose naturellement, ça ne sentira pas plus mauvais qu'une simple bonne terre, comme si tu avais de la terre au pied. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Pour revenir sur la solution du composteur collectif, dès la mise en place d'un composteur collectif, il est plutôt indispensable de prévoir un grand stock de feuilles mortes ou de broyats de branches, donc des matières carbonées, à côté des composteurs, de manière à ce que les personnes de la collectivité, dès qu'elles apportent leurs déchets azotés, puissent facilement y mettre les déchets carbonés et donc éviter ce genre de désagréments, de mouchettes, d'odeurs, etc. Et enfin, dernière solution de composteur, c'est le compost lambris-compostage. C'est une autre solution pour composter les déchets de cuisine dans les logements de type appartement qui sont sans jardin.
Le lombricomposteur, il va trouver sa place dans l'appartement, le balcon, le garage, la cuisine, les toilettes, peu importe. Et il peut recevoir tous les déchets de la cuisine, à l'exception des os, des coquillages, des restes de viande, de poissons et de crustacés. Dans ce cas, tu ajoutes une bonne matière absorbante pour limiter la production de jus, par exemple du papier journal qui va être coupé en lanières, des cartonnettes, de la tourbe, de la suire, etc. La décomposition, dans le cas du lombricompostage, va être réalisée surtout par des petits lombrics rouges que tu auras achetés ou qui proviennent d'un autre composteur. Le processus est rapide, efficace, sans odeur et ne nécessite pas de retourner le compost à chaque fois. Le compost que tu vas obtenir du lombricompostage, c'est vraiment une matière qui est très riche. Et le jus du compostage, tu peux également le revaloriser comme engrais dans ton eau d'arrosage pour tes plantes d'intérieur en diluant à 1/10. Et enfin, pour terminer cet épisode sur le compost, comment bien utiliser son compost ? Alors, comme engrais, le compost est utile surtout aux plantes exigeantes du potager, du verger et par exemple les rosiers également. Comme amendement, il est aussi indispensable pour améliorer rapidement les terres pauvres en humus, compactes ou trop légères, par exemple très argileuses. C'était le cas pour moi. Il leur donne la vie, mais attention aussi aux excès, puisque ça peut être aussi trop riche. Donc tu peux mettre du compost lors des plantations. Dans ce cas, tu mélanges le compost mûr à la terre de surface lors de la plantation. Par exemple, les plantes vivaces, les tomates, les aubergines, courgettes, potirons, poivrons, fraisiers et framboisiers. Aussi les rosiers et les arbustes et aussi pour les arbres. C'est très efficace pour les arbres. Tu peux aussi utiliser le compost comme entretien de ton potager et des fleurs annuelles. Dans ce cas, tu épands le compost en surface pour les cultures les plus exigeantes, par exemple le chou et les poireaux. Et d'ailleurs, je vais m'y mettre dans quelques jours pour le potager d'automne-hiver. Donc soit tu mets ce compost entre les rangs ou au pied des plantes qui sont exigeantes, soit sur la terre libérée des cultures. Donc par exemple après ou avant de planter. Ensuite, il faut recouvrir le compost d'une couche de paillis, donc soit de la tonte sèche, feuilles mortes, broyat frais, pour un peu plus d'efficacité. Encore une fois, si tu ne sais absolument pas ce qu'est le paillis, à quoi ça sert et comment faire, eh bien reste bien connecté car ce sera l'objet du prochain épisode de la semaine prochaine. Tu peux aussi l'utiliser en tant qu'entretien des petits fruits et des arbres fruitiers. Par exemple, les fraisiers, les framboisiers, les cassis, les groseilliers. Juste après la récolte, tu peux en mettre pour que ça puisse tenir pour l'année d'après. Tu peux aussi l'utiliser pour les plus grands arbres comme les pommiers, les poiriers, les cerisiers, en période plutôt de repos, donc après fructification. Et enfin, tu peux aussi en mettre sur ta pelouse directement, soit avant de semer ta pelouse, soit en entretien. Et dans ce cas, si c'est en entretien, c'est pas tous les jours, c'est plutôt tous les 5 ans ou après une grosse sécheresse ou peut-être une grosse contrainte appliquée sur ta pelouse. Ça permet de vraiment conserver une pelouse verte, dense et résistante. Donc pour ça, ne viens absolument pas chez moi en ce moment parce que ma pelouse est absolument cramée. Et voire même j'ai presque plus de pelouse parce que j'ai aussi tout un tas de chantiers dans mon jardin. Donc ne viens absolument pas vérifier ce dernier point chez moi car ce n'est absolument pas le cas. Alors à quelle période on peut utiliser le compost ? On peut utiliser le compost en automne. L'idéal c'est d'apporter dans les jardins les mêmes rythmes en fait que ceux de la nature. Donc en épandage du compost mûr de septembre à novembre. Mais aussi au printemps, tu peux apporter du compost très mûr pour venir en rattrapage avant les semis ou au pied des plantes. Enfin, à quoi ressemble un compost dit mûr ? Eh bien, le compost dit mûr, ça ressemble tout simplement à du terreau de feuilles qui est bien noir, friable, avec un
un petit peu compacte, donc un peu compacte si humide, mais ce n'est pas non plus, c'est absolument pas gorgé d'eau. Il y a une légère odeur de terre, de sous-bois, un peu comme quand tu vas dans la forêt. Il n'y a presque plus de petits invertébrés, donc presque plus de vers, parce qu'il est tellement mûr qu'en fait les vers n'ont plus rien à manger, ils ont déjà tout décomposé, donc ils ont migré ailleurs. Donc un compost mûr, tu ne dois plus voir de vers, ou presque pas. Mais attention, un compost mûr, ce n'est pas du terreau de rempotage ou de semis. Il est bien trop riche pour ça. Ce serait beaucoup trop de nutriments pour la plante. Donc c'est vraiment toujours en apport supplémentaire. C'est absolument pas un terreau de rempotage. Et ce n'est pas non plus du paillis, c'est-à-dire qu'il n'empêche absolument pas la levée des herbes indésirables. Voire il va peut-être même favoriser la levée des herbes puisque ça va nourrir la terre. Et bien voilà, j'en ai fini pour cet épisode spécial compost. J'espère qu'il t'aura apporté peut-être certains éléments supplémentaires. Peut-être que tu étais déjà une pro ou un pro du compost. Si c'est le cas et que j'ai oublié certains éléments importants selon toi, eh bien n'hésite pas à venir me compléter. Tu peux m'envoyer ton message ou tes compléments de conseils sur mon compte Instagram Alexandra Portail Naturo et je me ferai un plaisir de rementionner ton message pour compléter le mien. Et si jamais tu n'étais pas un pro ou une pro du compost, là j'en suis sûre que tu as quand même au moins les éléments clés pour démarrer et pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi quand j'ai commencé. Sur ces belles paroles, je te souhaite un bon compostage et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Toi aussi, tu aurais une pensée à partager ou peut-être tu es en désaccord avec ce que je viens de dire? Alors contacte-moi que l'on en discute autour du micro. Autant que notre discussion profite au plus grand nombre. Et on ne cesse jamais d'apprendre et d'évoluer. Tu aimes cette émission et tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes? N'hésite pas à la partager au plus grand nombre, à tes amis, à ta famille ou encore à tes collègues. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles depuis ses débuts. Pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à vous inspirer et à remuer des choses dans votre tête, vous pouvez réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Et à présent, je laisse cette petite graine germer dans votre tête et je vous dis à bientôt pour semer une nouvelle graine.